RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand merci d'être là, fidèle à De quoi je me mail. Un week-end un peu particulier puisque c'est la fête des pères, qui arrive très bientôt. Et bien vous savez quoi, on va peut-être vous donner une idée de cadeau pour cette fête des pères pour tous les retardataires ou finalement tout au long de l'année parce que c'est vraiment un truc sympa. Si vous êtes amateur de sensations fortes, si vous avez l'impression si vous avez envie par exemple de vous transformer en pilote de ligne, en commandant de bord ou je sais pas moi, en chasseur d'avions militaires par exemple, eh bien c'est possible. C'est possible aujourd'hui avec pas mal de systèmes qui existent, et notamment la simulation. Et on va en parler avec mon invité, Thomas Gasser. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Aviasim, qui est une société qui est un petit peu partout en France et qui propose justement de se rendre dans un lieu et de vivre ces simulations. Je voulais en parler parce que la simulation, c'est quelque chose qui évolue énormément, qui devient de plus en plus accessible et puis surtout qui est un concentré de technologie et vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. C'est un sujet hyper intéressant. Et puis demain, qu'est-ce qu'on pourra simuler ? Des spationautes sont partis dans l'espace avec SpaceX, la fusée d'Elon Musk avec la NASA. Est-ce que demain on pourra revivre cette expérience je sais pas moi, au bout de la rue ? Peut-être, on va voir en tout cas. Thomas, présentez-nous donc Aviasim. Qui êtes-vous ? Alors, Aviasim, on est la première entreprise en France à avoir généralisé le simulateur de vol et à avoir donné accès à n'importe qui un cockpit d'avion de ligne. On a commencé il y a maintenant 8 ans avec un simulateur d'Airbus A320, plus vrai que nature. Donc on a commencé à Lyon et on donne accès à ce cockpit et à l'expérience à n'importe qui. Donc n'importe qui peut, pendant quelques minutes ou quelques heures, se prendre pour un pilote de ligne, toujours accompagné d'un vrai instructeur et vivre la vraie expérience d'un pilote de ligne dans une compagnie aérienne. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes tombé dedans petit ou quoi ? Alors je suis effectivement comme Obélix tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne. Malheureusement, pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Ouais. Mais c'est votre passion en fait. Mais par contre, voilà, je vis et respire pour les avions depuis tout petit, bien sûr. Ouais. Je fais partie de ces gens qu'on appelle avgeek, où dès qu'il y a un avion, dès qu'il y a une techno, on en parle et on fait des photos, etc. Et en fait, ma grande frustration, c'est de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et les technologies aidant et l'informatique aidant, il y a eu des solutions qui sont sorties, qui sont arrivées et qui ont permis de simuler plus ou moins bien ce genre d'expérience. Et j'ai eu l'idée, en sortant d'école de commerce, de dire on va essayer de rendre ça un peu plus accessible à chacun. Et aujourd'hui, on a des simulateurs qui sont des répliques quasi exactes des vrais avions qu'on simule. Et du coup, ça sert à la fois au grand public pour vivre une expérience qui est extraordinaire et aussi pour les pros pour pouvoir s'entraîner. Alors, on va rentrer dans les détails. Il y a combien aujourd'hui de simulateurs Aviasim en France ? Alors, nous, on a 35 machines qui tournent en France et en Belgique parce qu'on est présent aussi en Belgique, réparties dans 9 agences. Très bien, un peu partout donc, disséminés en France. On est assez bien maillé en France. On a ça va de Toulouse en passant par Nice, en allant par Aix-en-Provence, Lyon, Paris, Lille, Bruxelles, etc. Est-ce que c'est une nouvelle forme de divertissement qui va cartonner, à votre avis, la simulation ? On voit qu'il y a de plus en plus de salles de jeu, dans les centres commerciaux par exemple. On voit que dans les centres commerciaux, il faut occuper tous les enfants, les ados qui n'ont pas envie de faire les magasins avec les mamans ou la grande sœur. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors notamment la révolution dans les centres commerciaux, avant c'était de rajouter des restaurants, et aujourd'hui ils veulent capter des. Alors il y a toujours les restaurants. Il y a toujours, mais il faut encore rajouter d'autres choses. Et effectivement, tous les centres commerciaux sont à la recherche en permanence de nouvelles activités et les simulateurs ou les loisirs en font partie. On a déjà des projets qui sont en cours à ce sujet-là. Il y a des escape games, il y a des simulateurs de vol libre, des choses comme ça. On a vu on a vu se développer des loisirs, moi ce que j'appelle des loisirs intelligents, c'est-à-dire que il y a eu le loisir classique avec l'arcade à côté des cinémas, etc., qui est certes très rigolo, mais qui n'apporte pas grand-chose. Moi j'ai créé Aviasim en disant on va proposer aux gens d'apprendre s'ils ont envie d'apprendre. Et l'intérêt c'est que vous êtes toujours accompagné
d'un instructeur de vol. Donc celui qui veut juste s'amuser et juste vivre quelque chose juste d'expérientiel, il le fera. Par contre, celui qui, et comme souvent on a qui a toujours rêvé d'être pilote de ligne ou qui veut être pilote de ligne dans le futur, il a un puits de connaissances à côté puisqu'il a un vrai instructeur qui est lui-même déjà en compagnie aérienne et un vrai simulateur qui reproduit l'exacte réplique. Donc du coup, on a des gamins qui arrivent à 16 ans chez nous et qui Oui, vous suscitez des vocations en fait. qui pendant 2 heures apprennent plein de choses qu'ils n'auraient pas forcément appris dans un bouquin ou dans un reportage. Alors expliquez-nous comment ça se passe. On arrive chez vous. Alors, Voilà. il faut avoir un bon de réservation, un boarding pass comme dans un vrai avion. D'accord. Et une fois que vous avez donc, sur Internet, sur etc., Internet directement voilà. en agence, voilà. Et donc quand vous venez chez nous, donc vous êtes accueillis dans notre agence. On fait le check-in comme dans un avion, on vérifie que c'est bien vous, que vous êtes tout à fait en forme pour pouvoir piloter. On vérifie que vous faites dans un ballon quand même. Non. Par contre, les gens qui ont un peu d'alcool dans le sang, on évite, on les reporte, sûr. ce qui est logique. On vérifie que vous avez un masque, parce qu'en ce moment, il faut avoir un masque pour piloter. Et puis donc vous avez un premier briefing vidéo où là on va désacraliser le cockpit pour vous donner quelques notions avant que votre instructeur arrive. Et dès que votre instructeur arrive, vous arrivez dans le cockpit, on fait un premier briefing dans le cockpit et après c'est vous qui pilotez. C'est parti. Et c'est vous qui décidez du programme que vous allez réaliser. Alors on se retrouve dans un vrai cockpit d'avion, c'est-à-dire que vous preniez le cas de la 320, on est vraiment dans le cockpit d'un A320. C'est la vraie réplique du cockpit. Et tous les boutons fonctionnent. Alors quasiment tous les boutons, il y a quelques boutons qui ne servent pas à la simulation, qui sont plus de la maintenance pour l'avion réel. Ouais. Donc là, nous on les simule pas. Mais par contre, effectivement, le 99% du cockpit est reproduit à l'identique, au centimètre près. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi qu'on a de l'entraînement, c'est parce que ça reproduit la réalité. Et du coup, le cockpit est complet et on est projeté. Donc, on a une image qui est projetée à 180 degrés autour du cockpit. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un paysage. Et ce sont des vrais paysages ou c'est des paysages de jeux vidéo? Comment ça fonctionne? C'est des paysages reproduits en 3D qui sont réalistes quand même. Qui sont réalistes, qui sont très réalistes dans certaines zones, parce qu'on a des zones qui sont en haute définition, d'autres qui sont un peu moins parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de la planète en haute définition, pas encore en tout cas. Effectivement, on a tous les paramètres qui font que le vol devient réaliste. C'est-à-dire qu'on peut voler de jour, de nuit, au coucher de soleil, au lever de soleil, dans des conditions météo. Et on choisit ça ou c'est aléatoire? Tout. C'est-à-dire que la session, elle est vraiment personnalisée par rapport à ce que vous souhaitez et votre niveau. L'instructeur, il est là pour vous éviter d'aller sur quelque chose qui sera incontrôlable. Bien sûr. Jamais piloté un avion, on va peut-être pas vous mettre dans un orage de nuit sans visibilité. Néanmoins, par contre, si vraiment vous avez de l'expérience, là, on va pouvoir corser le sujet et on peut reproduire toutes les pannes du vrai avion. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que vous pouvez simuler n'importe quels éléments, on va dire extérieurs, climatiques, mais aussi des pannes techniques. Exactement. La seule chose qu'on ne pourra pas simuler, c'est le pilote, parce que c'est lui qui vient voler. Mais par contre, effectivement, comme dans tout simulateur professionnel, on a l'ensemble des pannes possibles et on peut pimenter le vol de manière assez importante. Et alors ce que vous disiez, c'est que l'instructeur qui est à côté de moi, c'est un vrai pilote. Tout à fait, c'est un vrai pilote. Alors on a des gens un peu plus jeunes, des gens un peu plus âgés, avec de l'expérience, mais en tout cas ce sont tous des vrais pilotes. Ils ont tous leur diplôme de pilote de ligne. Ils ont tous piloté des avions. Ils ont tous piloté des avions, plus ou moins gros en fonction de certains, mais en majorité ils sont souvent dans une compagnie aérienne et à côté ils font des heures chez nous pour rester en contact avec le public. C'est rigolo ça. Et alors donc il y a plusieurs packs, il y a 35 minutes de vol et 10 minutes de briefing. Après on peut avoir 70 minutes de vol et 20 minutes de briefing, etc. Enfin il y a plusieurs packs sur votre site. Quels sont les trajets que je fais? Je vais faire un Paris-New York, par exemple, qui va être en accéléré. Ça va être des petites distances que je vais survoler. Je peux choisir ça aussi ou pas? Alors, encore une fois, c'est vraiment vous qui allez choisir. C'est-à-dire que quand le pilote d'un jour débarque dans le simulateur, soit il a une idée très précise de ce qu'il veut faire et on va reproduire l'idée très précise, soit il n'a pas d'idée et l'instructeur va lui proposer des scénarios. L'idée, c'est pas forcément de faire un vrai vol de A à Z parce que la croisière, c'est pas forcément le moment le plus rigolo. Ouais, bien sûr. Donc souvent ce qu'on fait, et notamment pour les débutants, c'est-à-dire qu'on va faire un premier vol d'initiation sur un terrain assez facile, où on va faire des tours de piste, on va essayer de se poser plusieurs fois. Et puis une fois que la prise en main est faite,
On passe sur quelque chose de plus complexe. Et là, on a quelques aéroports avec un petit challenge. Et là, ça devient un peu plus pimenté. Ouais. Oui, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que tous les aéroports sont mémorisés. Tout à fait. Et voilà, pour un. Tous n'ont pas la même difficulté. Et bien voilà, il y en a Donc, qui sont très compliqués. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, on a reproduit l'ancien aéroport d'Hong Kong, qui était à l'époque un des aéroports les plus dangereux au monde, avec un virage juste avant la piste. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a reproduit, qui n'est plus en service, mais nous, on a reproduit. Et c'est le challenge absolu, quoi. C'est-à-dire que quand vous arrivez à poser un avion là-dessus correctement, bon, vous pouvez considérer comme pilote On d'un est bon. jour. On peut y aller. Tout à fait. Alors, cockpit d'A320, qu'est-ce que vous avez d'autre comme avion? Alors, on a aussi de l'hélicoptère. L'hélicoptère. Bell 206, tout à fait. On a de l'avion de chasse, donc F-16 et ou F-35. Et puis, on a un simulateur de Boeing 737 aussi à Paris. Et puis voilà, on n'a pas souhaité ouvrir sur tous les modèles d'avion parce que ça demande aussi d'être spécialiste de chaque modèle. Et dans certains centres, il y a 3 à 4 modèles d'avions différents. Et on demande à nos instructeurs de maîtriser les 4 modèles. À un moment, ça fait beaucoup. On a aussi des sensations de mouvement ou pas? Alors non, nous on a pris le parti pris de ne pas mettre de vérin. Pour des raisons pour 2 raisons. Un, le coût, c'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre du vérin, forcément le ticket moyen va augmenter et c'est moins accessible. Donc ça, c'était le premier sujet. Ça coûte combien juste avant qu'on revienne sur ce sujet? 99 €. Non, mais un simulateur en fait. Un simulateur, voilà, comme vous avez vous, et un simulateur avec vérin, par exemple. Alors, typiquement, nous, on a des simulateurs qui valent à peu près 125 000 € pièce. Donc ce qui est déjà un bel investissement, effectivement. Quand même, hein. Mais après, dès qu'on passe sur du vérin, il y a différentes technologies. Grosso modo, un simulateur d'entrée de gamme avec du vérin, on est déjà à 350 000 €. Et ça, c'est vraiment le premier prix. Ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros pour des simulateurs certifiés qui sont sur 6 axes de vérin et qui, effectivement, reproduisent à 100% l'avion. Donc, alors, vous avez fait le choix de ne pas mettre de vérin. Vous le disiez, pour des raisons de tarifs. Et aussi pour ne pas... Pour pas que les gens vomissent dans l'avion. Tout à fait. Parce que, c'est vrai c'est pour ça. Ah, mais c'est ça, parce qu'en fait, typiquement, si quelqu'un n'a pas les compétences pour piloter, forcément, le pilotage va être un peu moins stable qu'un pilote classique. Et si je mets à cette personne en plus des vérins, là, ça devient une catastrophe. Et d'ailleurs, on a des concurrents qui ont mis des vérins et qui font le choix de revenir sur le fixe. Bien sûr, parce que le problème du vérin, c'est que ça traumatise entre guillemets le corps. Hein. Même si ça bouge pas énormément, ça envoie des informations qui sont quand même pas toujours bonnes. Si en plus vous pilotez mal, je vous garantis que plus de 50% des gens se sentent mal, quoi. En revanche, c'est vrai qu'au niveau sensation, ça doit être quand même plus impressionnant, non? Parce qu'on doit vraiment avoir l'impression d'être dans le cockpit à ce moment-là. En fait, vous allez avoir 2 sensations supplémentaires qui sont l'accélération et la décélération, typiquement. Parce que le mouvement, en fait, nous, on le reproduit via l'oreille interne. Parce que puisque l'immersion est globale, et que vous n'avez plus aucune référence de la pièce, vous pensez que vous devez vraiment bouger. Et parce que le visuel est à 180 degrés, et c'est là où nous, vous jouez on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que si je vous mets un écran d'ordinateur devant le cockpit, vous n'aurez pas cette sensation, puisque vous avez plein de champs visuels qui se contredisent. Là où nous, on a fait le choix de faire une immersion à 180 degrés autour de la cabine, donc le seul horizon de référence que vous avez, c'est l'image qu'on vous projette. Donc à partir du moment où l'image commence à virer à gauche ou à droite, votre oreille interne, au bout de quelques minutes, s'imprègne de ça et pense que vraiment ça va bouger. Et pour vous dire, et c'est pas du tout une fausse anecdote, on a notamment des gens qui ont un peu plus d'expérience, on va dire, au bout de 20, 30, 40 minutes de vol, ils pensent que la dalle de béton, elle a vraiment bougé. Donc souvent, nos instructeurs sont obligés de démontrer que non, il n'y a pas eu de vérin, la dalle de béton n'a pas bougé. Et le cerveau, exactement, en fait, est bluffé en quelque sorte par l'environnement. Tout à fait. En fait, votre oreille interne va se fixer sur l'horizon et au bout d'un moment, quand vous êtes plus à penser à ça, mais vous êtes plongé dans l'environnement, effectivement, vous avez vraiment l'impression que la cabine a bougé. Thomas Gasser, comment arrive-t-on à un tel degré de réalisme? J'imagine qu'il faut une puissance de traitement informatique impressionnant, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces simulateurs? Alors, on est dans de quoi je me mêle, c'est vrai qu'on aime bien la techno. Alors, derrière tout ça, il y a des grosses machines, des gros ordinateurs qui ont chacun leur mission. Faut savoir que, alors pas chez nous, mais dans des simulateurs de plusieurs millions d'euros, on a jusqu'à 45 calculateurs
qui ont chacun leur spécificité. Nous, on a grosso modo, en fonction des modèles, on a entre 3 et 5 calculateurs qui ont chacun une fonction dédiée. Un, par exemple, pour le visuel, l'autre va s'occuper que des instruments de secours, par exemple, l'autre que des instruments du Donc il y a commande bord. plusieurs PC en quelque sorte qui gèrent On fait travailler différents... et qui se synchronisent. Tout à fait, qui sont synchronisés par le réseau, avec une station instructeur qui est dans un autre calculateur en plus, et qui, elle, va donner l'ensemble des ordres, et grosso modo, avec une fréquence de, je crois que c'est 60 Hz de rafraîchissement, toutes les informations sont synchronisées via le réseau, et ce qui fait qu'effectivement, on arrive à un degré de réalisme qui est assez intéressant. Oui, alors il y a ce réalisme, et puis aussi, on va dire, toute la puissance qu'il faut. Hein. C'est-à-dire qu'on a des PC aussi puissants à la maison, ou c'est vraiment des machines que vous avez Vous pouvez, c'est des PC que vous pouvez acheter, on peut acheter voilà, chez un fabricant d'ordinateur. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour un ordinateur familial, c'est un budget qui est un peu conséquent. C'est un peu conséquent, c'est ça. Mais après, il faut stocker tous les aéroports, j'imagine. Alors ça, c'est pas le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué. Nous, on travaille avec des partenaires qui ont déjà développé la partie visuelle. Donc du coup, effectivement, nous, on n'a pas réinventé la poudre. Que non, vous prenez du logiciel. On fait le Mais même métier. il y a du Flight Simulator dans vos systèmes, ou c'est autre chose? Alors, c'est le Flight Simulator version professionnelle. C'est-à-dire que c'est typiquement Lockheed Martin qui a sorti une version professionnelle de son de Flight Simulator, et qui est dédiée au simulateur, et qui nous permet d'exploiter de manière un peu plus importante l'ensemble de la planète et des facteurs de vol. Quel est le simulateur le plus impressionnant? Vous parliez des chasseurs, vous parliez des avions, vous parliez des hélicos. C'est lequel le plus waouh, tiens, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de tester? Je pense que c'est le 3. Vous conseilleriez? Je pense que c'est l'Airbus A320. C'est l'Airbus A320. C'est celui qui a le plus d'effet waouh. Néanmoins, on est en train de sortir une nouvelle machine là, qui devrait avoir un certain succès, qui est, alors, pour le coup, pas un simulateur physique, mais c'est une chaise sur 6 vérins avec un casque de VR, notamment pour simuler de la voltige ou de l'avion de chasse. Oula, alors là, il faut s'accrocher. Et là, il faut avoir le sac. Alors voilà, là, on est un peu... en fait... un peu moins, puisque on a un casque qui nous permet de voir à 360 degrés. Donc du coup, le vérin est à peu près synchronisé avec le mouvement. Donc du coup, pour l'instant, sur les essais qu'on a fait, on a beaucoup moins de gens malades que sur du vérin classique. Et ça... Ouais, ça commence à... Alors, ça remplacera pas le... Moi, ce que j'aime dans le simulateur, c'est le vrai cockpit. Oui, bien sûr. Vraiment la cabine, on peut toucher, etc. On a l'impression d'y être. Voilà. On a été souvent appelé pour faire de la VR, etc. Nous, la VR, on l'a fait que maintenant. C'est un peu tardif par rapport à la moyenne, mais parce qu'on cherchait le produit qui allait vraiment proposer une vraie immersion. Si je vous mets dans une salle avec juste un casque de VR et dans un cockpit, l'expérience, elle risque d'être un peu pauvre. Là où, en fait, la VR dans un 320, ça ne sert à rien, puisque vous avez besoin de vos mains et de vos doigts pour sélectionner des fonctions dans le cockpit, etc. Par contre, sur de l'aviation basique, comme de l'avion de voltige, par exemple, où en fait, vous ne pilotez l'avion qu'avec le joystick, et les pédales et la manette des gaz, vous n'avez plus besoin de vos mains pour d'autres choses. Là, on peut vraiment utiliser le potentiel, le vrai potentiel de la VR. Et la R, tiens. La réalité augmentée, ça a du sens ou pas? Alors, dans la simulation? Pour l'instant, on n'y est pas allé, tout simplement parce que ça n'apporte pas grand-chose, dans le sens où nous, on a fait le choix d'aller vraiment dans le pur hardware. Donc du coup, l'AR, finalement, va pas nous apporter grand-chose pour le grand public. Néanmoins, sur la partie formation, il y a des vraies questions qui se posent sur comment on peut essayer d'auto-former des pilotes dans des simulateurs. Et l'AR peut être effectivement une des solutions envisagées. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez deux types de clients. Voilà, des particuliers comme moi qui ont envie de tester et de piloter un A320. On imagine que c'est peut-être la partie la plus importante, et encore, je ne suis même pas sûr. Et puis, d'autre côté, vous avez des professionnels qui viennent s'entraîner. Et alors, pour se raccrocher un peu à l'actualité, c'est vrai qu'on sort d'une période longue de confinement, et on imagine que pour les pilotes de ligne, ça a été quand même un vrai problème, parce qu'il faut savoir qu'un pilote de ligne doit s'entraîner tout le temps pour être au top tout le temps. Et ils ont été confinés tout comme nous. Pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas pu monter dans les avions. Est-ce que justement vous êtes appelé par les compagnies aériennes pour les remettre un petit peu en selle? Alors, effectivement, une partie de notre clientèle sont des pilotes en service qui ont besoin soit de s'entraîner pour une sélection future dans une autre compagnie aérienne, soit pour s'entraîner
dans le cadre de leurs opérations classiques. On a signé un accord avec l'association des pilotes belges pour favoriser l'entraînement des pilotes à des tarifs préférentiels pour effectivement les remettre entre guillemets en selle plus facilement et de manière. Donc ils viennent s'entraîner chez vous. Donc ils viennent s'entraîner chez nous. C'est un entraînement qui n'est pas un entraînement. C'est un entraînement, c'est que c'est pas une formation. Ils viennent juste. Oui, ils savent déjà piloter, bien sûr. Exactement. Et en fait, dans un avion de ligne, on travaille ce qu'on appelle avec des flows. C'est-à-dire que c'est une façon de travailler avec des automatismes. Exactement. Et en fait, effectivement, au bout d'un mois et demi de confinement, les automatismes, on peut oublier. Vous les perdez en partie. Et l'idée d'un simulateur comme les nôtres, c'est d'être hyper efficace et de réveiller la mémoire. Et du coup, voilà, on a des équipages qui reviennent 2-3 heures pour refaire des flots de certaines phases du vol, notamment du décollage, de l'atterrissage et de certaines pannes ou sur lesquelles ils peuvent être. Mais pour eux, c'est considéré comme des heures de vol, ça, ou non, c'est vraiment de l'entraînement, quoi. On n'est pas du tout dans le cadre de l'heure de vol qui peut être loguée dans le carnet de vol d'un pilote. Néanmoins, c'est des heures d'entraînement qui sont reconnues par les compagnies aériennes de manière non officielle. Mais en fait, l'idée, c'est pas là. L'idée pour l'après-confinement, c'est pas forcément de faire des heures sur un carnet de vol. C'est simplement se réentraîner et d'assurer la sécurité et de des savoir passagers. comment ça fonctionne. Parce que effectivement, c'est comme plein de choses. Une fois qu'on en a fait pendant un mois et demi, vous n'avez pas touché le manche d'un avion ou vous n'avez pas repris vos automatismes. Si vous êtes appelé pour refaire des vols d'un coup, il y a un minimum de réentraînement pour être sûr que l'équipage va faire les choses correctement. Pourquoi la Belgique n'est pas la France? C'est plus compliqué. La France, on est encore en discussion avec les syndicats les compagnies aériennes, en fait. Alors, la France, tout ça. La plus grosse compagnie aérienne française, Air France, a ses propres moyens, donc ils n'ont pas forcément besoin. Ils ont leurs propres simulateurs. Bien sûr, Air France exploite ses propres simulateurs à Roissy. Des grosses machines. Là, on parle de très grosses machines, de très gros investissements, etc. Néanmoins, on a des compagnies aériennes, plutôt les low cost, qui elles n'ont pas forcément les moyens à disposition et qui souvent nous envoient des pilotes pour s'entraîner. C'est le cas d'EasyJet notamment, avec qui on a un protocole d'entraînement où effectivement les pilotes savent que en allant chez nous, en faisant telle procédure, ils peuvent s'entraîner de manière correcte. Thomas Gasser, alors on voit les avions de chasse, les hélicoptères. C'est quoi le futur de la simulation ? Tout à l'heure, on parlait de cette fusée SpaceX qui a décollé avec succès et qui a émerveillé le monde. Est-ce que demain, on peut imaginer un voyage spatial chez vous ? Alors, il faut savoir que nous, à Viasim, on est intégrateur de solutions. Donc, que ce soit un Airbus, un Boeing ou un avion de chasse, pour nous, ça reste après les mêmes technologies. C'est-à-dire que c'est du visuel, de la cabine en hardware. Oui, et du soft et du hardware, en fait. Et différents protocoles. Voilà. Donc, on pourrait simuler n'importe quel type. La première question, c'est est-ce qu'il y a une demande ? Je pense que sur la partie spatiale, on commence à avoir une demande. Moi, c'est un de mes rêves les plus précieux de pouvoir effectivement simuler une navette spatiale. Après, la deuxième question, c'est est-ce que le décollage d'une fusée, ça doit être un truc de dingue avec le final countdown, tous ces trucs-là. Oui, mais vous ne pourrez jamais le vivre correctement, puisque une grosse partie de l'expérience d'un décollage de fusée, c'est la pression que font les astronautes quand ils partent. Donc ça, on ne pourra jamais le simuler. Enfin, avec des vérins, on ne pourrait pas ? Non, les G, malheureusement, c'est pas les vérins. Voilà, le simule, c'est une centrifugeuse. Et là, on rentre dans un autre univers. Voilà. Et puis être centrifugé, c'est pas terrible. Non, je vous le dis tout de suite. Ça a vraiment des mauvais. C'est pas bon. ça peut avoir des conséquences. Néanmoins, effectivement, moi, je suis convaincu que ça peut être vraiment hyper intéressant de simuler un décollage d'une navette spatiale ou autre engin spatial. Le second problème, c'est est-ce que la technologie existe ? Parce que nous, on simule des technologies existantes, mais je pense pas que je puisse appeler Elon Musk et qu'il nous puisse mettre à disposition de trois systèmes. Donc, ou alors ils ne seront pas à la portée du grand public. Donc il faut. Nous, on est dans le compromis pour faire en sorte que la difficulté de l'expérience soit un minimum accessible au grand public, sinon c'est pas drôle et ça devient compliqué. Donc les axes de développement pour vous, c'est donc toujours la vraie simulation, peut-être un peu la VR aussi. Voilà, tout à fait. Avec le type d'expérience que vous nous racontiez tout à l'heure. Ouais. Et alors, vous parliez tout à l'heure des vocations, moi ça m'intéresse. Il y a des ados qui viennent chez vous, qui viennent faire des simulations et qui se disent ok, ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je vais devenir pilote. Et est-ce qu'il y en a qui sont devenus pilotes ? Vous avez assez de recul pour... Alors souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est mordu d'aviation, à 16 ans, le choix il est déjà fait. Oui, il est déjà fait. En général... Mais est-ce qu'on peut avoir une illumination en sortant d'un simulateur de chez vous ? Alors, sur les jeunes, il y a peu d'illumination parce qu'en fait, quand ils viennent chez nous, c'est plutôt un moyen de motivation des parents pour qu'ils travaillent correctement à l'école. Ouais.
Néanmoins, on a eu des vraies Ah oui, c'est illuminations. la carotte, ça. Eh ben oui, C'est tout à pas fait. mal. Mais par contre, on a eu des vraies illuminations sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont peur en avion. Bien sûr. On a un stage dédié pour ça. Et on a des clients qui avaient une peur, ce qu'on appelle une peur technique. C'est-à-dire que je ne connais pas, Je donc maîtrise pas. donc voilà. j'ai peur. Ouais. Et donc, nous, par le simulateur, on est les mieux armés pour expliquer, vous voyez, je coupe un moteur, l'avion, il continue de voler de manière tout à fait correcte, et il n'y a pas de problème. Et on a quelques stagiaires, alors on n'a pas des centaines, mais on a quelques stagiaires qui, après leur anti-stress, après la mini-carrière chez nous qu'ils ont fait pour appréhender l'avion, se sont dit, tiens, peut-être que ça peut m'intéresser. Et qui ont, alors qui ne sont pas encore pilotes de ligne, mais en tout cas qui ont pris le chemin des aéroclubs et qui ont passé leur brevet de pilote privé. Donc, comme quoi, on peut changer, notamment sur ce sujet-là. Ça coûte combien un stage chez vous, Thomas Alors, un Gasser? stage pour les gens qui ont peur en avion, on est à 389 € pour 6 heures, dont 4 heures en simulateur. C'est un cadeau qui peut être acceptable, en tout cas. Il faut savoir que la peur en avion, c'est un vrai sujet. Oui. Il y a des gens qui vraiment bien sûr. ne peuvent plus voyager à cause de ça parce qu'ils ne maîtrisent pas ce Bien sûr. sujet-là. C'est un vrai problème chez Air France, d'ailleurs, propose Air France aussi des propose stages. effectivement un stage qui n'est pas tout à fait tourné de la même manière que nous. C'est-à-dire que c'est plutôt des stages en groupe avec peu de pratique et beaucoup plus de théorie. Nous, parce qu'on est opérateur de simulateur, on a tout misé sur la pratique avec des stages personnels. Donc c'est vraiment, vous êtes avec un instructeur et c'est votre problématique et pas celle du groupe. Voilà, mais 35 minutes de vol, c'est par exemple en ce moment 84 €. Enfin voilà, on est dans des prix accessibles. Des prix accessibles. Alors, certes, c'est sûr que c'est plus cher qu'une place de cinéma. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la même expérience et la simulation est vraiment incroyable. Top, Aviasim. Et si vous voulez en savoir plus et si vous voulez découvrir les lieux justement partout en France où on peut faire ces simulations, vous allez sur le site donc aviasim.com. Merci beaucoup Thomas Gasser. Merci à vous. On vous laisse repartir dans vos simulateurs. En vol. En vol. Passionnant tout ça, ça donne vraiment envie de tester. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver De Quoi Je Me Mêle et tous les programmes de 01 TV à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, mais aussi sur 01nettv.com et sur les box, puisque vous le savez, De Quoi Je Me Mêle et 01 TV sont diffusés sur les box opérateurs sur la chaîne 01 TV, à la fois Freebox, Orange, SFR et depuis peu sur FranceSat. Merci en tous les cas et on sera là la semaine prochaine. À très vite. De Quoi Je Me Mêle sur RMC et 01 TV.